Leïla Chebbi, bonjour. Bonjour. Vous êtes militante politique à l'origine du collectif Jeudi Noir, porte-parole de la France Insoumise, et c'est vous qui avez en charge la thématique du logement pour le mouvement. On va voir avec vous quelle politique du logement, justement, vous entendez mener et les mesures dans le domaine de l'immobilier que vous préconisez si, bien sûr, Jean-Luc Mélenchon est élu à la présidentielle. Tout d'abord, alors, quel bilan faites-vous de la loi ALUR et en fait de la politique du logement depuis 5 ans ? Pour faire le bilan de la politique du logement, je voudrais rappeler le chiffre qui a été donné par la Fondation Abbé Pierre lors de la remise de son dernier rapport annuel, qui expliquait que dans le pays, il y avait 4 millions de personnes qui étaient mal logées et que si on prenait les personnes qui étaient fragilisées de près ou de loin par la crise du logement, ça faisait 14 millions. Donc je pense que ce chiffre, il est clair sur le bilan de la politique du logement. Depuis 10 ans, en fait, on peut dire qu'il y a eu un échec des politiques du logement. Et alors qu'en ce qui concerne la loi ALUR, c'est vrai qu'il y avait des bonnes intentions. La loi ALUR, elle aurait pu permettre de changer la vie des gens, de garantir, d'aider les gens à avoir un logement digne et abordable. Mais le problème, c'est qu'elle a été soumise au lobby de l'immobilier, et elle a été détricotée. Concrètement, il y avait un bon projet qui était à la base l'encadrement des loyers. L'encadrement des loyers, il existe maintenant qu'à Paris. Et à Lille maintenant, mais il n'est pas du tout généralisé à toute la France. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire typiquement, concrètement? Encadrement des loyers, vous souhaitez l'étendre dans toutes les zones tendues, c'est ça? Alors nous, en ce qui concerne l'encadrement des loyers, on veut l'étendre à toute la France. Et puis surtout, on part du constat qu'aujourd'hui, le taux d'effort, c'est-à-dire la part des revenus qui est mise dans le loyer, est beaucoup trop important. Et plus on est pauvre, plus la part des revenus mis dans le loyer est importante. Je citerai juste un chiffre, les 10% des ménages les plus pauvres mettent 55% de leurs revenus dans le loyer. Ce qui fait que vous êtes obligé d'arbitrer après entre est-ce que je vais acheter à manger, je vais remplir mon frigo, je vais dépenser des frais pour la santé, ou est-ce que je vais payer mon loyer. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est donc encadrer les loyers. La loi actuellement, pour Paris, ce qu'elle dit, c'est qu'on prend l'ensemble des loyers, on prend le loyer médian, et les loyers n'ont pas le droit de dépasser 20% au-dessus du loyer médian. Nous, on considère que dans les zones tendues, comme par exemple à Paris, les loyers ont atteint déjà des niveaux qu'il faut baisser, ils sont trop élevés, il faut un encadrement à la baisse. C'est pour ça que ce qu'on propose, c'est de prendre les loyers, le loyer médian, et de poser une limite qui soit 20% en dessous du loyer médian. De 20% les loyers médians. Dans les zones tendues, évidemment, là où il y a besoin, là où il y a un décalage entre l'offre et la demande, pas au fin fond de... Est-ce qu'il n'y a pas un risque que les propriétaires bailleurs, certains petits propriétaires bailleurs, se disent, après tout, si on va en plus encadrer, baisser les loyers, mon complément de revenu, ma retraite, je peux aller voir ailleurs, ou je peux investir dans la location touristique saisonnière, Airbnb ou autre. Donc vous ne craignez pas ça? En fait, le problème, c'est que justement, on a trop considéré au cours des dernières décennies le logement comme un bien marchand comme un autre, sur lequel on pouvait spéculer, sur lequel on pouvait se faire de l'argent. Mais qu'on spécule à la limite sur des tomates, les gens peuvent manger des haricots verts. Mais quand on spécule sur le logement, c'est quelque chose dont on ne peut pas se priver. Le droit au logement, c'est ce qui permet d'accéder à tous les autres droits. C'est ce qui vous permet d'offrir un toit sur la tête de vos enfants et donc de leur permettre d'aller à l'école le lendemain. Ce qui vous permet de prendre une douche pour avoir un travail. Ça vous donne le droit à une bonne santé parce que vous avez un toit sur la tête. Et quand vous n'avez pas de problème de précarité énergétique. Et donc vous avez moins de problèmes de santé. Donc nous, clairement, nos propositions visent à sortir le logement des mécanismes du marché dans lequel il a été trop mis. Et inscrire le droit au logement dans la Constitution, à la fois pour que chacun ait droit à un toit tout au long de sa vie, au moins un logement social. C'est ça la grande idée avec la sécurité sociale du logement? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est vrai qu'une première mesure symbolique, avant tout, c'est de mettre le droit au logement dans la Constitution, parce qu'il n'y figure pas. Tout simplement pour qu'il soit au même niveau du droit de propriété. Que le droit de propriété et que bien souvent le droit de rien faire de sa propriété. Nous, on ne souhaite pas exproprier les gens, c'est pas ça notre intention. Mais ce qu'on souhaite, c'est que les gens qui ont des biens, les mettre en location, les remettre sur le marché. Parce qu'on a trop créé une situation de pénurie qui fait qu'il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, et c'est ce qui fait que ça fait monter les prix. Après, en ce qui concerne la sécurité sociale du logement, c'est le nom qu'on a donné à la garantie universelle des loyers.
Qui n'a pas pu être mise en place par les équipes de François Hollande. Voilà, qui était dans le projet, dans les tiroirs de la loi Duflot, mais qui est resté au fin fond de ces tiroirs parce que, comme d'autres mesures du quinquennat Hollande, on a beaucoup écouté les lobbies immobiliers plus que l'intérêt général et les lobbies de locataires là, et les associations de mal logés. Donc la garantie universelle des loyers, en quoi ça consiste? C'est une assurance pour le propriétaire en cas d'impayé. On estime que les impayés de loyer, c'est 2,5% de l'ensemble des loyers qui sont versés. Donc on crée une caisse sur laquelle on met 2,5% de chaque montant du loyer. Et en cas d'impayé, le propriétaire est indemnisé. Ça permet de sécuriser le propriétaire et surtout, ça permet de favoriser l'égalité d'accès au logement. Parce qu'actuellement, vous avez un système de caution parentale qui fait que quand on a des parents riches, on a plus de facilité pour se loger. Quand on a des parents qui n'ont pas de revenus suffisants ou moins suffisants que le voisin, vous avez un parcours du combattant et des difficultés d'accès au logement. Si la garantie universelle des loyers elle est obligatoire et universelle, c'est-à-dire qu'elle s'applique à tous les logements loués et elle supprime le système de la caution parentale, ça permettra vraiment de favoriser l'égalité d'accès au logement. Et pour justement que les jeunes aient accès au logement plus facilement, qu'est-ce que vous comptez faire? Alors déjà, c'est vrai que nous, on propose de construire massivement du logement public. On préfère le terme de logement public au terme de logement social, parce qu'on considère que le logement social ne doit pas être réservé aux pauvres et a une vraie vocation généraliste, pas pour des questions idéologiques, hein, mais avant tout par pragmatisme, parce que actuellement les prix du privé sont beaucoup trop élevés, et même quand on a des revenus décents, dans une ville comme Paris par exemple, c'est impossible de se loger dans le parc privé. Et vous voulez encadrer aussi les transactions? Les autres transactions immobilières. C'est-à-dire au-delà d'un million d'euros. Au-delà d'un million d'euros. C'est-à-dire en fait quand on a une transaction au-delà d'un million d'euros, c'est-à-dire quand je mets en vente un bien qui fait plus de 1 million d'euros, on propose une taxe sur les hautes transactions immobilières. Cette taxe, elle sera progressive, hein, bien évidemment. De quelle ordre à peu près pour avoir une idée? On a calculé, on a réfléchi à un barème. En tout cas, on a réfléchi à ce barème et on a calculé que ça devrait nous rapporter 5 milliards d'euros. Et ces 5 milliards d'euros, on s'en servira pour financer la garantie dignité, qui est une autre mesure de notre programme, qui consiste à compléter les revenus que les gens perçoivent quand ils sont en dessous du seuil de pauvreté. On additionne tous leurs revenus et on complète à hauteur de 2 000 euros, ce qui est le seuil de pauvreté. Taxe foncière, taxe d'habitation, qu'est-ce que vous comptez faire dans le domaine? Est-ce que le logement est trop taxé selon vous? Alors pour la taxe foncière, justement, on parlait tout à l'heure de notre plan de construction de 200 000 logements publics par an. Je précise juste pourquoi 200 000. C'est parce que ça fait 1 million sur la mandature et ça permet de rattraper le retard qui a été accumulé depuis 40 ans par les gouvernements successifs quand on regarde l'évolution démographique et la construction de logements publics. On a un coût, hein, tout ça, ça a un coût, c'est 1/5 du plan d'investissement de la France insoumise, c'est-à-dire que ça fait à peu près 18 milliards d'euros, mais c'est un choix politique que de construire massivement du logement. Mais ça a un coût, mais je voudrais juste préciser aussi que depuis 10 ans, alors là je mets dans le même sac le quinquennat Hollande et le quinquennat Sarkozy, on a opéré un transfert des aides à la pierre vers les aides à la personne ou les aides fiscales. Et ça n'a pas marché. Les dispositifs de type Pinel ont permis de construire du logement dans des zones où il n'y en avait pas forcément besoin. Ça, vous voulez le poursuivre ou pas? Ça, on veut l'arrêter. On veut récupérer tout cet argent. Mais s'il n'y a plus d'investisseurs privés, comment il peut y avoir des constructions, notamment dans le privé? Alors on propose des prêts à taux zéro en ce qui concerne la construction de logements publics. Mais en tout cas, nous, on mène vraiment, enfin voilà, notre politique du logement, elle se fait à l'aune d'un objectif qui est l'objectif d'efficacité, permettre à tous et toutes d'avoir un logement digne et abordable et répondre de façon urgente à la crise. Et les dispositifs de défiscalisation, c'est un échec. Ça a permis de construire du logement là où il n'y en avait pas besoin. Et nous, notre politique du logement, c'est de construire massivement du logement, mais avant tout là où il y en a besoin, en fonction des besoins du territoire. Et construire aussi moins cher là où il y a vraiment des besoins, c'est ça? Et là où il y a vraiment des besoins, oui. Alors, donc, renforcer les aides à la pierre, les aides de l'État pour construire du logement. Leïla Achaibi, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Immo.